Bonjour à tous et merci de nous rejoindre ce matin pour ce nouveau talk MBA-MCI de De Vinci Executive Education. On va passer une petite heure ensemble en bonne compagnie pour parler de l'entrepreneuriat au féminin. On a déjà deux de nos invités. Il y a Claudia qui est pour l'instant dans le chat et qui va nous rejoindre en tant qu'intervenante. Donc ne vous en faites pas, elle va arriver. Et on va commencer donc avec Jennifer et Marie. Bonjour à toutes les deux, comment ça va? Bonjour Louis. Bonjour, ça va super Euh, et toi? Bon, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous, puisque donc toutes les trois, puisque Claudia va nous rejoindre, vous êtes des alumni du MBA MCI. C'est un heureux hasard que vous soyez toutes les trois des alumni et que en plus vous ayez donc cet engagement en commun, celui de l'entrepreneuriat. Alors, on va peut-être commencer avec toi, Jennifer. On le voit déjà avec ton décor. Je le disais que t'as une chaise gaming qui est assortie en plus à ton pull rouge. C'est sûr que le jeu vidéo, ça fait partie, c'est une composante importante de ton de ton travail, mais aussi de ton engagement, parce que tu es parti d'un constat qui est celui que les femmes sont sous-représentées dans le monde du jeu vidéo et en particulier dans l'industrie du jeu vidéo. Oui, c'est exactement ça. En fait, j'ai une histoire très personnelle, je pense comme beaucoup de gamers et de gameuses, avec le jeu vidéo, où j'ai commencé à jouer quand j'avais à peu près 7 ans, avant même d'arriver en France. Et c'est un loisir qui m'a toujours fait beaucoup de bien, que j'ai beaucoup exploré aussi quand j'étais jeune. Je jouais beaucoup étant ado à des petits jeux que vous connaissez peut-être, comme qui s'appellent par exemple League of Legends pour les plus connaisseurs et connaisseuses. Et c'est vrai que très vite, je me suis sentie assez seule dans le milieu en tant que fille qui jouait déjà, parce que j'étais très souvent entourée plutôt de garçons. Puis à un moment donné, j'ai tout simplement décidé que j'avais envie qu'on en parle. Moi, je me sentais seule du fait d'être une femme, mais aussi d'être une femme noire dans le domaine, parce que c'est un milieu qui manque cruellement de diversité et de mixité. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de changer ça, tout simplement en parlant, en abordant ces questions, en recueillant des témoignages et en essayant de créer un espace où les femmes se sentiraient mieux en s'écoutant, en s'entraidant aussi pour tout simplement améliorer l'industrie dans ce sens. Et c'est comme ça que j'ai fondé une association qui s'appelle aujourd'hui Afro Gameuse, et depuis ça fait 3 ans maintenant, et ça continue de fonctionner, il me semble bien, avec plein de bénévoles et plein d'adhérents qui soutiennent ce qu'on fait. Merci Jennifer. Alors, il y a bien sûr cette association Afro Gamers, mais pas que, parce que on va dire dans ta vie professionnelle, tu es également entrepreneuse et tu as lancé ta propre activité, me semble-t-il. Alors, justement, autour du marketing digital, c'est là où on fait le lien avec le MBA MCI. Il me semble que tu es de la promo 2017, c'est ça, tu as été Exactement. diplômé en 2017 du MBMCI, mais c'est une activité professionnelle qui est aussi très connectée donc à tes engagements personnels, ce que tu viens de nous présenter, parce que tu aides, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu aides des studios, plutôt des studios indépendants, justement à faire de la diversité une arme. Et quand je dis une arme, c'est une arme business, parce que c'est vraiment une arme business. C'est exactement ça. En gros, mon activité, elle consiste finalement en plusieurs choses. J'ai d'abord fait un passage chez Ubisoft, où je travaillais plutôt en tant que social media et content manager. Donc Ubisoft, le plus gros éditeur français de jeux vidéo. Et puis, j'ai décidé de m'en aller, de prendre mon envol et de moi-même entreprendre dans le domaine, parce que j'avais envie de plus de flexibilité, et surtout j'avais envie vraiment de faire des choses qui allaient être plus liées à mon engagement. Donc, je suis consultante en marketing dans le jeu vidéo. Donc, j'aide effectivement les studios indépendants à promouvoir leurs jeux, mais aussi à rendre leurs jeux plus inclusifs, parce que c'est aussi quelque chose qui va les toucher de plein fouet, aussi bien du côté de leurs équipes, qui est-ce qui fait ces jeux-là, et ça a un impact derrière sur les jeux qui sont produits, mais aussi dans le contenu qu'ils vont créer, tout simplement en termes d'histoire, des personnages, de récits plus divers. J'interviens un petit peu sur tout ça en même temps, et c'est vrai que pour le coup, aussi bien mon activité pro que mon engagement perso sont complètement liés, et je suis complètement immergée dans le jeu vidéo aujourd'hui. Notre deuxième invitée, c'est Marie. Donc Marie, alors toi, c'est difficile de te résumer parce qu'en fait, tu es vraiment une serial entrepreneuse. Et toi, tu as lancé, mais alors plein d'activités. On va dire que tu es une épicurienne de l'entrepreneuriat.
pense que l'audace, c'est quelque chose qui te caractérise. Et là, le projet sur lequel tu es en ce moment, un accompagnement d'entrepreneurs, hein, donc je dis de femmes en Asie du Sud-Est, pour lequel tu as reçu une récompense d'ailleurs, tu as reçu un Alumni Awards de Vinci, donc je crois il y a quelques semaines, justement pour l'engagement sociétal. Alors raconte-nous tout ça, Marie. C'est vrai que j'ai un profil assez atypique et j'ai monté plusieurs structures, notamment dans l'artisanat. Même si ma deuxième passion est quand même la tech et justement le digital, d'où le MBA. D'ailleurs, j'ai switché maintenant sur du product management. Mais revenons-en donc au cœur de ce que je fais côté entrepreneuriat. Moi, j'ai fondé Opportunity for Women il y a maintenant 10 ans, en 2013. Et chez Opportunity for Women, on accompagne une soixantaine de femmes, principalement des tisserandes, sur la création d'activités locales en Asie du Sud-Est. Et donc, on a 8 programmes au Vietnam, Cambodge, Laos et Birmanie. On les aide à créer et développer leur activité localement avec une chaîne de production dans la mesure du possible éco-responsable. Donc, vraiment avec du coton bio, de la teinture naturelle. On les fait monter en compétences. Donc, on est vraiment sur de l'empowerment au féminin sur place. On leur achète ensuite du tissu, on est aussi leur premier client et on confectionne donc des produits autour de la déco comme des coussins, des housses d'ordi, des sets de table, etc. dans des ateliers de couture qui sont soit dans le pays, soit en France, on travaille également avec un ESAT. Alors, en tant que ça, effectivement, c'est le projet en cours. Mais je sais que tu en as plein d'autres à côté. Il me semble que tu avais également eu des initiatives dans le tourisme. Enfin, tu as aussi le digital qui est très présent dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous citer quelques-uns des projets que tu as montés, peut-être qu'ils sont encore en activité aujourd'hui? Alors, dans le tourisme, non. Ah, c'est pas le tourisme. Mais j'ai pas bien préparé ce talk, décidément. Mais non, mais attends, t'es pas complètement à côté de la plaque parce que je rêverais, mais je pense que c'est dans un futur assez lointain pour l'instant, d'organiser des voyages, des éco-voyages, comme on dit. J'ai pas forcément le terme exact, trendy du moment, mais justement pour embarquer des voyageurs au cœur de nos programmes et leur faire visiter vraiment la réalité du terrain parce que aujourd'hui, nous, on travaille vraiment sur des programmes avec des femmes qui sont issues des ethnies sur place, donc qui sont dans des villages vraiment isolés, souvent, enfin, un peu durs d'accès, enfin, qui sont pas faciles en termes d'accessibilité, ou en tout cas, quand on est un touriste lambda, on n'y va pas. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui résume assez bien la situation. Les minorités ethniques représentent 5% de la population mondiale, mais préservent 80% de la biodiversité. Donc en fait, il y a un vrai enjeu de sauvegarde du patrimoine et du savoir-faire culturel de ces ethnies. Donc nous, on travaille vraiment là-dessus, en plus de rendre un peu une certaine dignité aux femmes en leur permettant d'avoir un revenu, ou du moins un complément de revenu pour l'instant, même si évidemment notre rêve, ce serait de pouvoir leur assurer un revenu complémentaire, plus que complémentaire justement. Bon alors je vous ai dit, Claudia va nous rejoindre pendant ce talk. Il y a juste des petits soucis de connexion. Donc c'est la directrice générale d'une association qui s'appelle Positive Planète. Elle nous racontera ça effectivement quand elle viendra. La première question que je voulais vous poser à toutes les deux, puisque notre sujet c'est l'entrepreneuriat au féminin. Est-ce que ce plafond de verre qui est décrit par beaucoup d'études, alors c'est la loi des statistiques, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs hommes. Oui, il y a des progrès avec de plus en plus de femmes qui osent, qui aussi ont les moyens de pouvoir le faire. Mais est-ce que ce plafond de verre, encore aujourd'hui en 2023, vous le ressentez? Je dirais que je ne sais pas si c'est tant le plafond de verre que je ressens, c'est plutôt encore une vraie, je dirais, méconnaissance peut-être du domaine même de l'entrepreneuriat, si on doit parler de domaine pour beaucoup de femmes. Je pense que beaucoup de femmes n'ont pas accès en fait à tous les outils auxquels on a
accès aujourd'hui, en principe, auxquels les hommes aussi ont accès parce qu'ils ont souvent plus de réseaux et que souvent ils sont aussi un peu moins précaires. Ce qui manque aujourd'hui aux femmes, c'est surtout une question d'opportunité parce que effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas forcément tous les outils pour se lancer correctement. Et même moi, dans mes activités, parfois, je me retrouve à ne pas être sûre de ce que je fais. Je me retrouve parfois à aussi avoir un certain syndrome de l'imposteur. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui va me durer toute ma vie, malheureusement. Mais on travaille dessus, en fait. Et moi, c'est l'un des freins que je ressens le plus, personnellement. C'est de me dire que peut-être que j'ai pas forcément ma place ici, ou alors que le projet que je vais mettre en place, en fait, il va intéresser personne, ou que je me sens pas forcément légitime à faire telle ou telle chose. Et pourtant, je sais très bien que dans le fond, je le suis. Alors, qu'est-ce qui m'empêche réellement d'y aller et d'y aller à fond? Souvent, ce que je ressens, c'est vraiment ce syndrome de l'imposteur. Et heureusement, ça se travaille. Et ça ne m'empêche pas aujourd'hui de faire ce que j'ai envie de faire. Et pour y arriver globalement, c'est surtout que je m'entoure de personnes qui croient en moi et qui vont beaucoup aussi me pousser. Donc, le plafond vert, je pense qu'il existe toujours et qu'il est toujours là. Mais j'ai confiance aussi et je crois en toutes les femmes qui entreprennent parce que quand on réalise les améliorations qui ont lieu aujourd'hui dans la société, beaucoup de ces améliorations sont proposées par des femmes. Et c'est aussi en ça qu'on voit que notre engagement et notre lancement dans ces aventures sont si précieuses parce qu'on a besoin en fait que les femmes entreprennent pour créer une société plus juste aussi. Alors, merci Jennifer. Alors pour ceux qui te connaîtraient pas encore, de toute façon, j'invite à te suivre notamment sur les réseaux. T'es quelqu'un de toujours très positif, avec beaucoup d'énergie, très solaire. Donc je retrouve dans ton discours cet optimisme. Donc merci. J'ai bien fait de commencer avec toi sur cette question. Je sais pas si Marie va embrayer j'ai la pression. dans le même genre, mais peut-être qu'en fait pour préciser ma question autour du plafond de verre, parce que c'est vrai que c'est peut-être plus. Est-ce que Marie, tu as l'impression encore aujourd'hui de devoir déployer beaucoup plus d'efforts pour atteindre tes objectifs qu'un homme à ta place aurait à le faire. Tu vois, est-ce que c'est plutôt ça parce que finalement c'est pas une question d'égalité, c'est que pour atteindre le même palier, le même niveau, tu dois en faire beaucoup plus. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que moi j'ai pas forcément ce sentiment de déséquilibre ou je ne sais quoi, mais même si je suis d'accord avec toi, Jennifer, pour parler de statut d'imposteur. Je pense qu'on a peut-être plus un petit peu ça. Il faut vraiment arriver à le dépasser. Moi, j'accompagne des femmes donc, en Asie et c'est vrai qu'on est vraiment sur l'empowerment au féminin et on croit vraiment à ça et on croit vraiment que la femme a un vrai rôle, notamment au sein des familles, au sein des villages, surtout là-bas. C'est pas le cas en Europe ni à l'international, mais souvent après une journée dans les champs, les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont boire de l'alcool de riz avec leurs copains et ils s'occupent pas du tout ou très très peu du foyer familial. Donc on est loin de tout ça en France, mais pour faire juste le parallèle, moi j'accompagne pas mal d'entrepreneurs aussi et d'intrapreneurs, notamment donc côté tech sur la conception de produits numériques, qui est aujourd'hui mon activité rémunératrice. Et c'est vrai que je suis entourée j'ai des gros réseaux entrepreneurs et très souvent, oui, j'ai l'impression que on se met peut-être plus de freins, de bâtons, on s'auto-sabote peut-être un peu plus que les hommes, je sais pas, c'est peut-être un peu mon intuition. Et en tout cas, par rapport à moi, par rapport à mon parcours entrepreneurial, maintenant, ça fait peut-être 15 ans que j'ai monté ma première structure, donc plutôt dans l'artisanat. Plusieurs fois sur des salons, j'ai vraiment senti un gap. Alors déjà, je suis sur des projets artisanaux donc qui sont pas scalables, qui sont pas tech, donc globalement qui intéressent moins les investisseurs. Mais je suis persuadée que j'aurais eu moi, dans mes boards ou des hommes à mes côtés qui ont plus de bagou, qui ont plus de chat, etc. Et je suis quasi persuadée que j'aurais décollé beaucoup plus rapidement. Après, c'est peut-être un mythe, je sais pas, c'est peut-être mon ressenti. En tout cas, aujourd'hui, moi, je me bats depuis 10 ans pour mon asso. Je me suis battue pour d'autres structures dans l'artisanat où effectivement, on n'était que des femmes. Et bizarrement aussi, on a du mal à recruter des hommes. Recruter entre guillemets, mais en tout cas
C'est À vrai que... engager des hommes à vos côtés. Exactement, c'est ça, exactement. Merci Marie. Et donc ça y est, Claudia Rosa est avec nous. Merci Claudia pour. Alors pour le coup, c'était vraiment des efforts. Non, mais c'est pas de ta faute. Il y avait des petits soucis dans les liens de connexion. On est ravis de t'avoir. En plus, on vient à peine de débuter. Bon, on était en train de terminer avec Marie en parlant d'engagement. Alors toi, pour le coup, on est pleinement dedans, puisque donc tu es la directrice générale de l'ONG Positive. Alors qui s'appelait Positive Planète, et vous venez effectivement de vous renommer Positive, donc sans eux à la fin. Et la mission de cette association, de cette ONG, c'est justement d'aider les personnes éloignées de l'emploi. Donc là, on est dans quelque chose qui dépasse même l'entrepreneuriat. Claudia, je l'ai dit aussi en introduction, donc tu es une ancienne du MBMCI, que tu as fait donc en 2018, et on en parlera après pour voir ce que le marketing digital vous a apporté et vous apporte encore aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu, Claudia, ce que ça signifie pour toi entreprendre au féminin, et surtout si tu te sens comme une entrepreneur. Merci beaucoup, et encore désolé pour le retard. Déjà, l'entrepreneuriat au féminin, c'est toujours entreprendre au féminin. Je pense que c'est toujours un petit peu délicat, parce que moi, je considère qu'un entrepreneur est un entrepreneur, que ce soit un homme, une femme, on est tous entrepreneurs de la même manière, même si, bien évidemment, il y a des particularités, ou en tout cas des freins périphériques qui sont pas les mêmes quand on est un homme, quand on est une femme. Mais en même temps, je pense que nous, les femmes, sans vouloir faire ma féministe ou autre, même si je vais le faire, c'est que on a de manière innée les qualités d'entrepreneur. Je m'explique, c'est que en voulant nous laisser au foyer année après année, ou je ne sais pas si c'est de l'inné ou de l'acquis, mais en tout cas on a été au foyer année après année, ça a fait qu'on a dû gérer un foyer. Et donc gérer le foyer, c'est un peu comme gérer son entreprise finalement, parce qu'il y a une logistique, et moi je suis maman depuis 1 an, donc je peux le dire, ce matin ça a été la galère, mais autant, et c'est pas pour ça que je suis en retard, mais en fait, gérer un foyer, c'est vraiment comme gérer son entreprise, c'est-à-dire gérer plusieurs choses, être à la fois cuisinière, ménagère, femme, amante, enfin un peu tout, je veux dire. Et donc, en fait, ça nous a donné des qualités innées, je trouve, de savoir gérer une entreprise, puisqu'on gère sa famille un peu comme on gère une entreprise, même si je tire un peu le truc par les cheveux volontairement. Après, il y a une réalité. Donc, je pense que déjà, intuitivement, c'est naturel que les femmes se tournent vers l'entrepreneuriat, même si c'est encore poussif et même si il y en a pas assez. Bien que chez nous, chez Positive, on a 55% de femmes qui se font accompagner pour créer leur entreprise. Et ça, je pense que c'est oui, parce que comme le disait Louis, en gros, Positive, nous, on accompagne les habitants des quartiers et les bénéficiaires des minima sociaux à créer leur entreprise pour vraiment leur permettre de trouver leur place et être fiers de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont, même si c'est de créer leur propre emploi, c'est déjà ça. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis plus de 15 ans. Et donc, au-delà de ça, il y a chez les femmes, il y a aussi cette tendance à aller vers plutôt des métiers du care et plutôt des métiers du soin. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'on est aussi dans un moment en France où ces secteurs sont en tension et donc sont en plein dans les secteurs de l'économie de la vie, de l'économie de l'autre, et donc vont aussi pouvoir, je pense, avoir toute leur place en tant que femmes. La principale problématique de l'entrepreneuriat par les femmes, c'est surtout le regard qu'on porte sur elles et parfois le propre regard qu'elles portent sur elles-mêmes, à savoir les freins limitants ou autres, la légitimité qu'on peut avoir, et que moi, je suis pas entrepreneur, mais en dirigeant Positive, j'ai l'impression que c'est comme ma boîte et comme si c'était, et je donne tout comme si j'étais entrepreneur. Je me suis pas senti légitime. J'avais eu l'impression d'avoir piraté le système, quoi. Et pour des questions, alors qu'un homme, je pense, se dit, je suis tout à fait légitime et c'est tout à fait normal d'être à ce poste-là, quoi. Donc il y a quand même, je pense, les propres freins qu'on se met. Depuis qu'on est jeune, parce qu'on nous renferme à certaines catégories, à certaines activités, et puis le regard qu'on porte sur nous aussi en permanence, c'est-à-dire quand on voit que les femmes sont beaucoup moins financées, encore plus dans la tech, il y a moins de femmes représentées, et en plus quand il y a des levées de fonds, elles sont beaucoup moins financées. Ça pose question, et donc je pense qu'il y a aussi un problème plus profond de comment, et donc il y a des mouvements qui sont en cours, mais comment on arrive à montrer toute la force des femmes. Et même si à un moment ça devient un peu épuisant de devoir montrer que on est légal, voire
on va rester sur l'égal de l'homme pour le moment. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment une vraie place pour l'entrepreneuriat féminin. Et c'est pour ça que tous les réseaux d'accompagnement, nous on le fait, mais il y en a plein, sont aussi là pour dire aux femmes, en fait, vous pouvez y arriver. Et le digital, d'ailleurs, peut être un élément favorisant, puisque ça permet aussi d'associer sa vie. L'entrepreneuriat, il y a une certaine liberté, même si on bosse beaucoup, il y a une certaine liberté qui permet un peu de s'organiser de certaines manières, et donc le digital permet ça. Et donc quand des femmes ont des contraintes, on sait aussi qu'il y a beaucoup plus de femmes en situation monoparentale que d'hommes, et donc ça leur permet aussi toute une sorte de flexibilité qui facilite aussi leur insertion par l'entrepreneuriat. Voilà à peu près pour les premiers éléments. Bah, écoute, non, mais merci Claudia. Vous avez toutes les trois énormément de points communs, donc au-delà du fait d'avoir toutes les trois fait le MBMCI, mais on voit bien que vous êtes, c'est un mot qui revient beaucoup, hein, l'engagement, mais vous cherchez à avoir de l'impact auprès des autres. Voilà, vous êtes toutes les trois tournées vers les autres. Et en préparant ce talk, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est pas déjà, comme tu le suggérais Claudia, une des premières caractéristiques peut-être de cet intitulé d'entreprendre au féminin, c'est que vous êtes naturellement tourné vers les autres, et donc les autres, c'est la société. Dans le cas de Jennifer, c'est comment on peut aussi améliorer la société par la diversité, soit dans des industries. Toi, c'est les jeux vidéo, Jennifer. Marie, c'est une zone géographique et aussi à travers l'artisanat. Toi aussi, Claudia, c'est sur les personnes éloignées de l'emploi et donc plutôt dans les quartiers. Est-ce que pour vous, entreprendre au féminin, ça passe forcément par avoir de l'impact auprès des autres et pas forcément dans votre propre vie? C'est une démarche individuelle, mais qui en fait par essence est collective. Jennifer. Entreprendre tout court, quand on essaie de créer quelque chose, généralement, oui, c'est pour avoir un impact. Quoi qu'il arrive, on a toujours un impact, que ce soit sur les autres ou sur soi-même. Dans mon cas, c'est les deux. Et pour le coup, je sais que entreprendre, même dans le domaine associatif, a un énorme impact sur moi-même. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a, pour le coup, ouvert beaucoup de portes. Une chose à laquelle je m'attendais pas du tout, surtout quand on sait que, pour le coup, moi, j'y suis vraiment allée du jour au lendemain, sans rien y connaître, sans vraiment faire de recherche au préalable, parce que je suis quelqu'un de très action-réaction. J'ai envie de mettre quelque chose en place et j'y vais tout de suite. Et puis, je verrai au fur et à mesure comment j'ajuste. C'est un peu comme ça que ça a commencé. T'es très intuitive, on peut le dire. C'est un peu ça. Et je me rappelle très bien d'en avoir tout simplement d'avoir parlé de mon projet à des amis par téléphone, certains convaincus, d'autres beaucoup moins. Je me suis dit, bah tant pis, en fait, je tente et puis on verra. Et d'avoir été même très surprise de la réponse que j'ai eue vis-à-vis de ce projet-là, parce que je me disais, bah, je comprends pas pourquoi il y a autant d'engouement autour de ça. Enfin, c'était juste un petit truc que je voulais faire moi, et je comprends pas pourquoi les gens s'y intéressent au final. L'impact, il est réel à partir du moment aussi où on se rend compte qu'on fait les choses parce qu'on en a besoin en fait. Je pense qu'entreprendre tout court, on le fait aussi parce qu'on sent qu'il y a un manque, parce qu'on sent qu'il y a un besoin. Et qu'il y a une population, un public derrière. Quand on crée une boîte, on réagit toujours par rapport à l'offre et la demande aussi. Au départ, moi, je me rendais pas forcément compte qu'il y avait une demande, mais j'ai décidé de créer une espèce d'offre, même si on reste toujours dans le domaine associatif. Mais moi, je l'ai beaucoup vécu comme ça, de vouloir créer quelque chose qui au départ n'existait pas, du moins en France. Et je me suis rendu compte que je devais continuer justement parce que ça avait un impact sur les gens. Et honnêtement, aujourd'hui, je dis toujours, lorsque je fais ces talks, qu'effectivement, il faut regarder autour de soi et il faut regarder aussi dans des domaines qui nous plaisent et qui nous intéressent, parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Si on veut avoir cet impact-là, généralement, c'est parce que c'est des choses qui vont nous concerner ou qui concernent des proches autour de nous. Et voilà, globalement, je ne sais pas si c'est intrinsèque au fait d'entreprendre, je ne sais pas si c'est naturel aussi. C'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est un peu revenir à ce truc où on dit que les femmes font naturellement du care, donc naturellement, elles vont décider de créer des choses qui vont avoir de l'impact. Je dirais qu'au-delà de ça, c'est simplement aussi avoir envie de créer quelque chose par rapport à l'offre et la demande, quoi.
et qui vient aussi très souvent de l'expérience personnelle. Oui, faut pas être caricatural. Faut pas être dans le les hommes font du business et les femmes font de l'entrepreneuriat social etc. Marie, toi sur l'impact, est-ce que d'emblée, parce que on l'a dit, t'es serial entrepreneur, c'est même devenu un mode de vie. Hein, si tu faudras nous en parler, on peut dire que t'es une digital nomade, hein, une vraie digital nomade. Peut-être même quand ça n'existait pas, quand le mot n'existait pas, tu l'étais déjà, Marie. Mais est-ce que d'emblée tu t'es dit comment je peux créer la différence? Bah moi j'ai pas réfléchi à créer la différence à la base dans mes projets, mais pour moi l'impact c'est inné à l'entrepreneuriat. On peut pas entreprendre si on n'a pas d'impact. Enfin, en fait ça n'a aucun intérêt. Pour moi juste, enfin et Jennifer a très bien résumé ce que je voulais dire et ma pensée, donc c'est génial parce que je pense qu'on est hyper en raccord toutes les trois. Mais enfin quand on entreprend, on répond à une problématique, à un besoin d'utilisateurs ou de nos bénéficiaires en l'occurrence, puisque là, moi, je vais parler dans le cadre de mon association. Je parle d'utilisateurs, si je parle de produits plutôt numériques, effectivement. Mais moi, au départ, sur le terrain, en Asie, moi, j'ai fait des kilomètres en moto dans les villages à la rencontre des populations locales. Et alors effectivement, j'ai une passion pour l'artisanat, pour le textile, la teinture. Au départ, je trouvais ça génial de préserver ces savoir-faire, mais il n'empêche que avant de créer vraiment Opportunity for Women, qui s'appelait Trainetics avant, peut-être que certains connaissent, on a changé de nom juste cet été, mais oui, je viens de le dire, donc c'était Trainetics que tu avais créé il y a 4-5 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ouais, tu vois, c'est encore plus ancien. Et donc là, c'est devenu Opportunity. Exactement. On a fusionné avec un autre projet sur la Birmanie et du coup, on en a profité pour changer de nom. Je fais juste une petite aparté du coup pour que ce soit très clair. On a la partie donc Opportunity for Women vraiment sur la montée en compétences des femmes, la formation localement, et on a la partie Yakan plus business. Donc Yakan veut dire tisser, tissage en birman, et du coup c'est notre nouveau site e-commerce, yakan.co. Voilà, et opportunité. Il y a quand même du business derrière, il faut le dire, c'est que c'est. En fait, on est vraiment, voilà, notre volonté, c'est vraiment d'être dans un cercle économique vertueux. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'empowerment des femmes et donc on leur achète, c'est ce que je disais, ce tissu, et on confectionne des produits qui sont du coup vendus maintenant, enfin bientôt, sous la marque Yakan. Juste du coup pour revenir sur l'impact, moi, si j'ai pas d'impact sur les bénéficiaires, mon projet a aucun intérêt. Moi, mon rêve aujourd'hui, on a de l'impact sur une 60aine de bénéficiaires. Mon rêve, c'est évidemment de scaler et de faire grossir le projet et d'avoir, je sais pas, demain 1000 bénéficiaires et 20 programmes, 50 programmes. Enfin, soyons fous. Voilà. Pour l'instant, on est sur la zone Asie. Mais pas de limite. Il n'y a pas de limite. Enfin, voilà, potentiellement, le projet est super scalable. Donc voilà. Mais du coup, pour moi, l'impact, c'est vraiment ce qui me motive aussi au quotidien. Parce que faut pas se leurrer non plus. C'est vraiment pas facile tous les jours, et voilà, notamment en ce moment, on est vraiment sous l'eau complètement. On est en sous-effectif aussi. Moi, je fais le boulot, je pense je fais 10 métiers différents et notamment sur le digital entre du e-commerce, du community management, du SEO, et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, s'il n'y a pas une motivation et si on se dit pas, ok, on résout, même si on le résout, on est loin de le résoudre complètement, mais si on résout pas une partie du problème de nos bénéficiaires, en fait, autant rien faire, quoi. Claudia, je vais poser cette question à Claudia, mais en fait, toutes les trois, ce talk, c'est aussi une façon de vous valoriser parce que vous le méritez. Vous êtes toutes les trois des femmes brillantes, et j'ai des preuves pour montrer à quel point vous êtes brillantes. Si jamais les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, auraient encore des doutes, les preuves, ce sont des preuves académiques, puisque je l'ai dit, toutes les trois, vous avez fait le MBMCI. Claudia, tu étais majeure de ta promo, donc tu as fait on peut le dire, hein, voilà. Tu as fait le MBA en 2018,
majeur de ta promo. Tout à l'heure, tu nous disais oui. Alors, on a aussi cette question de légitimité. Donc aujourd'hui, tu es effectivement la directrice générale de Positive Planet, enfin de Positive, pardon. Hein, j'ai toujours l'ancien nom de Positive. Mais en fait, tu travaillais déjà donc pour Positive en 2017-2018 quand tu as fait le MBA. Et à l'époque, tu étais notamment responsable de la communication. Donc tu nous expliqueras pourquoi justement à ce moment-là tu t'es dit tiens je vais faire un MBA. Mais en fait, t'as gravi les échelons au sein de l'ONG, donc il n'y a pas de hasard non plus. C'est major de promo au sein de ton MBA, et puis t'as pas débarqué comme ça au sein de Positive. C'est-à-dire que tu travailles depuis maintenant, si j'additionne, quasiment 10 ans, tu vois. Donc si aujourd'hui t'es en position de piloter l'ONG, c'est parce que t'as fait tes preuves avant, quoi. Merci. C'est gênant parce que j'ai du mal. Je pense moi j'ai du mal à avoir des compliments. Ça me met mal à l'aise, mais ça fait plaisir quand même. Mais je sais pas. Mais même quand j'étais major, je me suis dit j'ai trompé le système. Donc j'avais quand même toujours ce sentiment d'illégitimité. Après, naturellement, moi, je me suis orientée vers Positive parce que moi, je suis née énervée, quoi. Je pense que je suis née. Il y a un truc les injustices, les trucs comme ça. Enfin, je peux pas. J'ai fait mon adolescence dans les quartiers, même si j'y étais pas issu à la base. Hein. Et tout ce que je voyais voilà. Là, en ce moment, on le voit dans le monde, il y a quand même. C'est super pesant pour tout le monde. Je pense qu'on voit, on sait pas comment faire, on sait pas comment agir ou quoi que ce soit. Et donc, pour moi, le vivre ensemble, le fait qu'on soit tous pareils, même si on sait qu'il y a des différences, et elles sont super, ces différences, ça a toujours été important. Donc, ouais, je me suis orientée vers une structure comme Positive qui était bien dans mes idées. Et après, quand je suis arrivée responsable communication, je suis arrivée assistante et après, ouais, je suis passée responsable communication, en fait. Et j'ai un problème, c'est que je m'ennuie rapidement, moi, de manière générale. Ce qui peut poser problème dans la vie perso, mais qui fait quand même que j'ai toujours envie de faire pas mal de trucs et de changer et d'évoluer, mais pas pour évoluer. Pour évoluer, ça m'intéresse pas. Enfin, j'ai jamais voulu être directrice générale. De toute façon, j'ai jamais pensé avoir les qualités d'une directrice générale et pour l'instant, je suis pas sûr d'avoir toutes les qualités d'une directrice générale. Oui, mais il y a une forme d'évidence. Enfin, toi, oui. Ce qui fait aussi toi tes qualités, c'est que tu es très modeste, mais tu es une boule de feu. Voilà. Tous les gens qui te connaissent savent que tu es une boule de feu. Tu es une énorme bosseuse. Toi, c'est que je disais major de promo au MBMCI. Donc pour ceux qui ont fait la formation ou sont actuellement étudiants qui nous regardent en ce moment, Jennifer et Marie le savent, c'est beaucoup de boulot. Et donc, je veux dire, quand on sait que tu es major, c'est que ça situe bien en tout cas l'investissement. Et à côté, il y avait aussi ce que tu faisais déjà pour Positive. Et puis aussi, j'invite tous ceux qui ne te connaissent pas encore à regarder donc ton intervention au dernier Big, donc qui était organisé par BPI France. Je crois que c'était en octobre, où tu as eu une intervention un peu format TEDx. Et franchement, j'ai eu l'occasion de te le dire avant, mais je voulais le dire aussi là publiquement. Bravo, parce ce Big, il est vraiment super. Et c'est le parfait résumé de ce que tu es et de ce que tu fais. Parce que tu tires pas du tout la couverture à toi. Tu brilles à travers ce que tu fais, ce que tu impulses au sein de Positive. Donc merci pour ta modestie, mais il faut aussi savoir féliciter et remercier ceux qui s'engagent, et tu en fais partie. Non, merci beaucoup, mais encore une fois, ouais, ça me touche, mais merci en tout cas, je le prends avec plaisir. Après, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée en tant que responsable communication, j'ai voulu faire l'MBMCI parce que c'était un monde que je connaissais pas. Parce que c'était bien vendu, quoi. Ça m'a bien plu tout ce qu'on m'avait raconté à l'époque, et parce que peut-être aussi j'avais besoin de me sentir plus légitime. Et je pense que c'est ça le MBMCI m'a permis aussi de me sentir plus solide et de peut-être pouvoir plus m'affirmer sur certaines compétences. D'autant plus que dans le milieu associatif, les compétences digitales, on n'est pas vraiment en avance, hein, on n'est pas le secteur pionnier de ça. Et donc je me suis dit aussi que ça pouvait être un vrai atout. Ça m'a donné une ouverture d'esprit que j'avais pas, et j'ai surtout appris que le digital, avant d'être des outils, c'était un savoir-être, et un état d'esprit. Et donc ça m'a appris beaucoup, et ça m'a servi, je pense, je sais pas si c'est lié, mais c'est vrai qu'une fois que je sais pas parce qu'on me l'a jamais dit, mais une fois que j'ai fini la formation, j'ai ensuite pris la direction communication du groupe, et puis rapidement il y a eu une autre proposition. Donc
Je pense que ça a permis de légitimer et de me positionner un petit peu dans la structure en tant qu'experte, alors que je l'étais pas encore vraiment, mais j'avais quand même pas mal de bases solides et en tout cas l'état d'esprit pour aller chercher les réponses que j'avais pas auparavant. Jennifer, je sais que tu te retrouves beaucoup hein, dans ce que dit Claudia, et enfin, également Marie. Toi aussi, tu es une femme brillante. Et d'ailleurs, j'ai le sujet de ta thèse. Donc, oui, exactement. Donc, tu as fait le MBA en 2017 et ta thèse, vous allez voir à quel point elle est intuitive et surtout elle est pionnière. C'était, alors attends, hop, je l'ai en anglais parce que tu l'avais écrite en anglais si je me trompe pas. How is artificial intelligence creating a new era for marketers? Comment l'intelligence artificielle est en train de créer une nouvelle ère pour le marketing? On est en 2017. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de vivre depuis quelques mois. Donc, tu disais, tu es intuitive, mais au-delà de ça, c'est bien d'avoir des intuitions, c'est bien d'avoir des idées, mais encore faut-il les réaliser. Et toi aussi, tu es une énorme bosseuse. Un autre compliment une anecdote que je voulais te raconter. J'ai ma petite sœur qui est dans l'animation 2D, 3D, et qui a une de ses camarades qui vient du Congo. En fait, c'est une réfugiée donc qui a le droit d'asile, qui est arrivée il y a quelques années en France et qui fait les mêmes études que ma petite sœur. Et quand elle a vu qu'on faisait ce talk avec Jennifer Lufo, elle a envoyé un message à ma sœur pour lui dire non mais c'est génial, c'est génial, c'est quelqu'un qui me donne envie de persévérer, elle a envie de bosser dans les jeux vidéo bien sûr, et elle lui a dit heureusement qu'il y a des gens comme ça pour nous permettre de croire. Donc tu vois, on parlait d'impact tout à l'heure, je te parle de cette jeune fille donc tu vois qui doit avoir dans les je pense 24-25 ans, qui est dans les études, qui aujourd'hui tu vois n'est pas encore dans cette industrie qui il l'a dit, est quand même une industrie difficile, exigeante, d'élite, et le fait qu'il y ait des rôles modèles comme vous trois, mais comme toi, ça permet de se dire en fait c'est possible. Comment tu le prends ça? Waouh, bah c'est un énorme, c'est pas juste flatteur en fait, c'est un message qui incarne tout ce que je veux laisser entre guillemets ou tout ce que je veux transmettre, pas seulement vis-à-vis de moi-même et de ce que je représente ou que je souhaite représenter. On parlait d'impact tout à l'heure, en fait c'est aussi via ça que l'impact arrive. Je me dis que j'ai bien fait en fait tout simplement de me lancer dans tout ça sans forcément savoir ce que ça allait ramener derrière, et puis surtout avec l'association que je gère avec Afro Gameuse. J'en ai pas vraiment parlé, mais on fait de l'accompagnement aussi, forcément, pour que plus de femmes se retrouvent dans cette industrie et qu'elles se retrouvent leur place. Et ça passe notamment beaucoup par la mise en place et la mise en avant de rôles modèles. Moi, c'est un peu malgré moi que j'ai décidé de devenir, entre guillemets, porte-parole du sujet, tout simplement en ouvrant ma bouche et en racontant ma propre histoire, mes propres expériences. Et j'ai remarqué à quel point ça pouvait effectivement aider d'autres personnes à s'identifier à mon vécu, bien sûr, mais aussi à se rendre compte qu'il y avait un réel problème qui n'était pas forcément identifié avant et qui méritait pourtant d'avoir toute sa place dans le milieu. Donc ouais, c'est des témoignages qui me font très très plaisir et j'ai tout simplement envie de dire à cette personne, aucun souci, tout le monde peut avoir sa place et prendre sa place dans le domaine et faut pas hésiter à rejoindre Afro Gameuse aussi dans ce sens-là. Et j'ai eu très très peur que tu commences à lire ma thèse, mais une des choses assez drôles aussi, et ça je me suis fait de la réflexion il y a pas longtemps, pendant le MBA et même avant le MBA, je me suis rendu compte que je parlais déjà de jeux vidéo quand je faisais des présentations à l'université et même pendant le MBA, j'ai fait des pitchs aussi sur le sujet, des DJ-pitch. Et je savais vraiment pas que je finirais par travailler dans le domaine, par monter une asso autour du jeu vidéo. Ces derniers temps, je fais une espèce de rétrospective et je me rends compte de à quel point en fait c'était ancré en moi depuis très longtemps. Et pour le coup, moi, le MBA m'a vraiment apporté, effectivement, comme tu disais, Claudia, je pense qu'il y a un vrai savoir-être, mais le savoir-faire, il perdure. Et c'est ça qui est hyper intéressant pour moi depuis 2017. J'ai l'impression d'avoir des acquis qui continuent de perdurer. Évidemment, je continue à apprendre aussi. Mais
Juste une dernière anecdote aussi avant de continuer sur ça, c'est que je me rappelle qu'avant de rejoindre le MBA, je faisais un stage, voilà, dans une boîte, et j'avais pour projet, je me suis dit, ok, je vise ce MBA-là, j'ai envie de le faire. Et je me rappelle que j'avais une collègue dans cette boîte qui me disait, ah mais tu sais, ça va être hyper difficile de rentrer dans cette école. Bah, il laisse pas rentrer n'importe qui quand même. Moi, mon copain, il essaye depuis je sais pas combien de temps et puis il n'y arrive pas. Donc moi, si j'étais toi, je changerais de cap, quoi. Et je me Le bon conseil. Ah oui, clairement. Je me rappelle avoir très très mal pris ce commentaire. Et c'est ce qui m'a poussé encore plus, en fait, à me donner encore plus à fond pour rejoindre le programme et puis pour le compléter aussi au final. Et à chaque fois aujourd'hui, je repense à cette personne, je lui dis, bah tiens, voilà, je l'ai pourtant fait. Moi qui à ton avis, n'avais pas forcément le profil pour ça, et je l'ai fait en alternance aussi. Donc, c'est aussi pour rappeler l'importance d'avoir des programmes qui vont permettre, parce que moi, à la base, j'ai plutôt fait la fac, je viens d'un milieu aussi très modeste, et on sait que ces formations ont certains coûts. Et le fait de proposer ça aussi en alternance, c'était une vraie chance pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très contente en fait d'avoir fait ce programme qui m'a donné de très très bonnes bases que je peux utiliser aujourd'hui aussi dans un domaine qui me passionne, le jeu vidéo, mais un autre aussi qui est le voyage. Mes réseaux sociaux sont en feu aussi grâce au MBA, c'est cool. J'invitais effectivement nos spectateurs à voir donc le Big de Claudia, mais dans ton cas, j'ai le souvenir d'une de tes conférences en 2021 au Game Camp qui était intitulée « Et si le héros principal était une femme noire ?» Vraiment, je vous invite à écouter ça. Alors, c'est un peu plus long que le Big de Claudia. Je crois que c'est peut-être une petite heure. Mais en tout cas, c'est un format qui te laisse le temps d'argumenter et d'entrer justement dans cet imaginaire. Parce que tu vois, déjà, on dit « Et si le héros principal était une femme noire ?» Tout de suite, là, on réfléchit, tu vois, à des jeux, enfin, pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo, à des jeux dans ce cas-là. Et tu vois, moi, il n'y en a peut-être qu'un seul qui m'est venu, c'est les jeux d'aventure Walking Dead avec Clémentine, qui est une métisse, mais tu vois, il y en a pas énormément, quoi. Donc comme quoi, en fait, on a là aussi beaucoup de progrès à faire. Et puis tu as fait M6 aussi, tu as été interviewé par M6 il y a pas très longtemps. Alors toi, j'ai mes infos parce que non mais je suis renseigné parce que justement donc c'est l'amie de ma petite sœur qui t'a vu en fait. Donc toi j'ai mes infos comme ça. Et là pareil, tu as fait un pitch parce que tu as été interviewé pendant 2-3 minutes et là il faut être aussi très très saillant parce que tu es sur un média de très grande écoute et donc il faut faire passer des messages très vite. C'était il n'y a pas longtemps, c'est ça, Jennifer? Ouais, c'était il y a peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça, pendant la Paris Games Week. Oui, c'est une chance d'être passé sur une chaîne comme ça en pleine journée, enfin, plein horaire d'écoute aussi. C'est toujours un peu compliqué pour moi, surtout de raconter mon parcours. Pendant longtemps, je me disais, mais ça sert à quoi autant que je parle de ce que je fais. Mais de plus en plus, je comprends aussi l'initiative et la proposition de parler de mon parcours parce que je vois derrière qu'il y a des personnes qui s'identifient et des personnes à qui ça peut servir en fait pour se booster aussi, pour se dire, tiens, moi aussi je peux et c'est vraiment ce que je veux. C'est vraiment ce que je souhaite dans la vie, c'est que si je peux servir à ça, à booster les gens, à lancer des projets, se lancer dans l'entrepreneuriat, suivre leur passion tout court, c'est déjà ça de gagner, même s'il s'agit d'une seule personne. Bon, Marie, toi, donc tu as fait le MBA, je l'ai dit, en 2014-2015. Donc j'ai essayé d'avoir des infos sur ton MBA, parce que bien sûr, à l'époque, je n'étais pas le directeur du MBA. Et donc j'ai demandé forcément au directeur de l'époque, qui est Alexandre Stopnicki, qui était d'ailleurs aussi celui de Jennifer et Claudia. Et Alexandre m'a dit, c'est simple, Marie, c'était déjà une star. Alors quand il dit c'était déjà une star, c'est pas dans le sens que tu te mettais en valeur, mais c'est que tu avais déjà des prédispositions naturelles, notamment à la prise de parole en public, à l'oral, enfin tu vois, à avoir aussi des idées très concises, très percutantes. En fait, tu avais déjà, selon Alexandre en tout cas, déjà ça en toi, et notamment, alors c'est Alexandre qui me le raconte, qui me dit que dans les travaux en groupe, tout le monde voulait être avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y avait des travaux en groupe, des cas pratiques, tout le monde voulait Marie, tu vois, dans son équipe. Est-ce que tu te retrouves bien dans cette description?
Bon, il en rajoute peut-être un peu, mais je salue au passage, je te salue Alexandre au passage si tu nous regardes un jour. Non, mais effectivement, moi je suis fonceuse. Enfin voilà, depuis, je pense depuis toujours. Je fonctionne aussi beaucoup à l'intuition. Je pense que c'est une qualité d'un certain côté, mais c'est aussi un défaut d'un autre côté. Ça m'a valu souvent plusieurs couacs, notamment avec les personnes avec qui je travaille. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, moi, j'ai créé ma première boîte justement. Si je reviens un petit peu sur mon parcours, pareil, moi, j'en parle pas forcément. Enfin, j'en parle si vraiment on creuse, mais de plus en plus aussi, je me dis que finalement, enfin, je réalise que c'est inspirant pour d'autres. Et donc, je suis ravie de livrer ma vie, mon œuvre, entre guillemets. Moi, j'ai quand même, je suis partie en Inde. À la base, je suis directrice artistique. Donc, j'ai bossé 3 ans en agence de design. Je suis partie en Inde en voyage 15 jours en 2008 parce que justement, j'avais cet attrait pour les couleurs, les tissus, etc. Et puis, donc là, j'étais dans une association, dans un volontariat où j'ai aidé dans un atelier de couture. C'était des lépreux qui étaient un peu refoulés au bout de Pondichéry. Et en fait, je suis rentrée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé une rupture conventionnelle parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je peux pas rester à rajouter des pépites de chocolat dans les pots de yaourt et les brioches. C'était le déclic. Tu as eu un déclic, un vrai déclic. J'ai eu un déclic en me disant, mais enfin, ça n'a aucun intérêt de se batailler pendant 3 heures sur le flou du îlot de la marque pour laquelle je bossais, pour ne pas citer de nom. Il y a quand même mieux à faire. Donc voilà, donc c'est là que je suis partie et que j'ai commencé à monter une première marque de sac à main à l'époque. Puis après, je me suis mise à faire des chapeaux. Donc aujourd'hui, Mademoiselle Chapeau existe toujours. Il y a 2 boutiques, mais voilà, pour l'instant, je m'en occupe plus. Et puis de fil en aiguille, je suis repartie en Asie et voilà. Et je me suis dit, bah ok, il y a vraiment là des femmes qui ont besoin d'aide et de visibilité, etc. Et donc, je me suis perdue dans ce que je disais, mais tout ça pour dire que voilà, moi, j'ai vraiment fonctionné à l'intuition et j'ai monté ma première boîte, voilà, à moins de 25 ans, où il y avait aucun incubateur. Enfin, j'ai vraiment eu très peu d'accompagnement et je pense que j'ai de fait mis beaucoup de temps à avancer. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les jeunes qui se lancent sont beaucoup plus avantagés que moi à l'époque parce qu'il y a beaucoup plus d'aide, il y a beaucoup plus de coaching, d'incubateurs. Voilà. Et pour revenir du coup sur le MBA, moi du coup je bossais déjà, je connaissais déjà beaucoup de choses en marketing digital et j'ai été convaincue sur un salon parce que j'ai rencontré des anciens MBA donc de le faire. J'ai eu un super fit donc avec Alexandre qui m'a encore plus convaincue. Et pour moi, ça a été 6 mois effectivement très intenses, hyper riches. J'ai pas forcément appris des choses qui ont révolutionné ma vie parce que j'avais déjà un bon background en tant qu'autodidacte sur le sujet. Néanmoins, ça m'a permis d'asseoir ma crédibilité, justement, d'avoir moins ce syndrome de l'imposteur sur tous ces sujets, de développer un gros réseau et puis d'avoir un diplôme sur mon CV, parce que c'est toujours pareil. En France, on ne fait pas confiance aux autodidactes. Il faut des papiers, il faut des diplômes, et ça, c'est bien dommage. Alors Marie, j'avais un autre témoignage d'un de tes camarades de promo, Paul Soniac, qui faisait justement partie de ceux qui tenaient absolument à être dans ton équipe. Alors c'est génial parce que j'apprends des choses, disons, quelques années plus tard. Et puis on peut aussi dire, Marie, que tu as été intervenante également, tu as enseigné au sein du MBA. Hein? Non, j'ai pas. Non, t'as pas fait du coaching? J'ai pas fait de coaching. Sur des IMCO? Ah bon, bah écoute, j'ai des mauvaises infos alors. Non, je pense qu'il y a des mauvaises infos qui circulent, mais j'aime bien coacher et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs là, l'année dernière, mais pendant 2 ans, j'ai fait du coaching produit et je vais relancer ça à partir de février. Voilà, donc je fais un appel si vous avez des projets
entrepreneuriaux, enfin en tout cas des idées d'applications dans le numérique, dans le digital, etc., je peux vous aider à concevoir votre produit de A à Z pour lancer un MVP. Merci Marie. Bon, on approche de la fin de notre talk. Peut-être la dernière question que je peux vous poser, c'est votre rapport au digital. En quoi le digital et peut-être aussi le MBA, MCI, si vous avez commencé à y répondre, vous a aidé à atteindre vos objectifs, vous a aidé à entreprendre, et peut-être en quoi le digital est encore très important pour vous. Dans le cas de Jennifer, on l'avait dit, tu avais fait une thèse avant-gardiste déjà sur l'IA. Dans le cadre de Claudia, c'était à l'époque, tu as fait le MBA à l'époque quand tu étais en charge de la communication. Maintenant, tes fonctions au sein de Positif dépassent la communication. Et Marie, tu nous diras aussi en quoi le digital est important aussi dans ta vie. Commençons avec Claudia. Sur comment le digital est important dans ma vie de DG? Ouais. Oui. Déjà, enfin, il est important en fait parce que il y a quand même un truc qui se passe. Alors, je pense dans tous les secteurs, mais dans le milieu associatif aussi, c'est la nécessaire incarnation des dirigeants et de leurs structures. Et donc, les réseaux sociaux sont quand même, et notamment LinkedIn ou autres, hein, ça dépend lesquels, mais on attend, alors peut-être à tort parfois, hein, que les DG prennent position, en tout cas qu'ils soient visibles et qu'ils incarnent la structure dans laquelle ils travaillent. Et donc, le digital, en tout cas, pour moi, je l'utilise à titre personnel, enfin, à titre professionnel, mais c'est très lié à ma personne, là, pour le coup. Je l'utilise vraiment pour mettre en avant nos actions, pour mettre en avant notre engagement. Et puis après, il y a, nous, dans notre métier, de manière plus globale, et là, pas en tant que directrice générale, mais c'est ce que j'essaye quand même d'impulser dans les équipes, c'est comment repenser notre modèle d'accompagnement et surtout comment aller chercher les personnes qu'on accompagne, ces personnes qui sont dits invisibles, même s'ils sont bien présents pour le coup. Et donc, c'est comment utiliser, nous on l'utilise beaucoup pour aller trouver de nouveaux publics, trouver de nouvelles personnes. Et donc, ça passe par des trucs assez basiques, mais qui sont quand même, même si c'est... En fait, je pense qu'il faut souvent pas sous-estimer la simplicité d'apparence, par exemple, des réseaux sociaux. Je pense que c'est un tort qui est fait. Donc, c'est pas parce qu'on va mettre un truc sur Snap ou sur TikTok qu'on va directement aller toucher les jeunes des quartiers, par exemple. Et donc, nous, il y a tout cet enjeu-là, c'est comment utiliser de la bonne manière à travers le bon outil, le bon canal, le digital, pour pouvoir finalement rendre accessible à tous l'accompagnement à la création d'entreprises et l'insertion via l'emploi de manière générale. Donc une stratégie de marketing digital finalement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais donc, ça a été utile. Et en fait, et ce qui est bien aussi, c'est, comme on le disait, c'est se sentir légitime. Quand les équipes aussi, tu leur en parles, elles t'écoutent plus facilement parce qu'elles se disent pas, tiens, d'un coup, ça lui donne, elle a envie d'aller sur Snap et ça lui prend comme ça. Donc là, ils savent qu'on est un peu plus légitime. Et puis en fait, pour parler aussi et surtout avec l'externe et avec soit nos pairs, les autres DG, soit avec des prestats, des gros prestats qui arrivent parfois en voulant nous faire payer une page internet 12 000 euros. Oui, l'aspect association ou ONG marche pas, hein, c'est les mêmes tarifs. Voilà. Hein. Ouais. donc voilà, il y a quand même des enjeux que j'utilise moi au quotidien et qui me permettent d'avoir plus de légitimité avec les équipes et avec les différentes parties prenantes autour de moi. Jennifer, la même question, alors même si effectivement le lien est peut-être un peu plus évident, mais peut-être sur le marketing digital, parce que finalement le marketing digital, c'est encore aujourd'hui ton expertise première. Ouais, alors pour le coup, un peu comme Claudia, hein, moi c'est quelque chose qui me sert énormément en fait au quotidien pour le coup. Lorsque j'ai lancé mon asso, j'ai lancé toute seule, hein, sans l'aide de personne. C'est vraiment grâce aux réseaux sociaux que j'ai commencé à développer le concept même, qui n'était même pas une asso au départ. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir des personnes qui se rallient entre guillemets à la cause, qui apprennent à connaître aussi la cause d'Afro-Gameuse, qui est tout simplement de vouloir créer plus d'inclusion dans le domaine du jeu vidéo. Les personnes se sont senties concernées parce que j'ai d'emblée
raconter mon histoire et j'ai aussi cherché à faire en sorte que d'autres personnes viennent raconter la leur. Ça a commencé avec un blog. Donc déjà, je me lance dans un blog, je sais écrire du contenu et je sais faire tout le SEO qui va autour. Je sais comment faire pour que mon contenu il soit vu, retrouvé en ligne. Ça déjà, je pense que c'est l'une des premières choses qui m'ont permis d'utiliser le digital, en tout cas pour arriver à mes fins. Blog, réseaux sociaux, ensuite bon, médias et compagnie, mais il a fallu aussi entretenir le truc et ça m'a beaucoup servi. Et puis après, à titre perso, je disais tout à l'heure, moi je combine deux passions qui sont le voyage et le jeu vidéo. J'ai la chance de pouvoir aujourd'hui voyager aussi grâce aux jeux vidéo et c'est quelque chose que je mets en avant de ma propre initiative. Tous mes petits montages vidéo et compagnie, c'est moi-même qui les fais aussi. Et c'est quelque chose qui me passionne, en fait. Je me suis vraiment rendu compte que j'adore faire ça. Et le faire avec ma propre touche, en fait, ma propre perspective. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Puis après, dans mon activité professionnelle, dans le marketing tout court, j'avais aussi, malgré tout, un petit syndrome de l'imposteur parce que je m'étais dit, marketing digital et marketing pour le jeu vidéo, c'est pas exactement la même chose. Mais en fait, le marketing digital rentre en compte dans presque tous les domaines aujourd'hui. Quand on veut faire du marketing produit aussi, ça va aussi rentrer en compte. Et ça m'a vraiment servi de moteur et de très bonnes bases solides aussi pour me lancer dans tout ça, alors que moi-même, je ne me sentais pas forcément légitime. D'autres, heureusement, ont su voir que c'est quelque chose qui m'apportait beaucoup. Et on ne se rend pas forcément compte, mais ce sont des connaissances qui sont vraiment utilisables aussi bien dans la vie pro que la vie perso. Je m'en suis rendu compte en entreprise aussi, lorsque je savais faire des choses que des camarades qui ont pourtant fait des formations plutôt similaires ne savaient pas forcément faire. Et là, je trouve que ça a vraiment été un plus pour moi au global. Merci Jennifer. Marie, la conclusion pour toi? Eh bien, pour moi, le digital, il est au cœur de toute façon du projet et pour moi, il est au cœur de tous les projets, il est au cœur de ma vie. Moi, limite, parfois, j'arrive même plus à différencier marketing digital, marketing normal, communication. Enfin, bon, voilà. Pour moi, en fait, c'est hyper logique et naturel. Donc, évidemment, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux Insta, LinkedIn et Facebook et à partager. C'est gratuit. Ça vous coûte rien. Donc, moi, j'ai un vrai enjeu, effectivement, de nous faire connaître partout, d'un côté pour lever des fonds, financer nos programmes localement, et puis d'un autre côté pour vendre mes produits, tout simplement, via notre site e-commerce. Et j'en profite pour faire un appel. Donc évidemment, on a une cagnotte Hello Asso qui est ouverte si le projet vous touche. Nos dons sont défiscalisables, mais surtout à vous qui êtes experts en marketing digital, justement, n'hésitez pas à me proposer vos compétences bénévolement. Le temps, c'est de l'argent et ça vaut de l'or. Donc voilà, si le cœur vous dit de nous aider bénévolement quelques heures par semaine, avec grand plaisir. Merci Marie, le message donc est lancé et puis vous l'avez dit toutes les trois, vous invitez en tout cas tous ceux qui nous regardent en ce moment ou qui nous regarderont en replay de vous suivre sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn, toutes les trois. Vous êtes quand même très actifs sur LinkedIn, c'est ça Claudia? Oui. Ouais. Claudia confirme. Oui, complètement. Jennifer aussi, LinkedIn. LinkedIn, Instagram aussi beaucoup pour moi. Instagram aussi. Marie, beaucoup LinkedIn. Pareil, ouais, Insta, LinkedIn, c'est Insta, LinkedIn. Ok. Écoutez, encore un grand merci à toutes les trois. J'ai un message dans le chat que je voulais vous lire parce que ça résume bien le moment qu'on vient de passer, qui est un message de Nunga qui dit merci à toutes les trois, vous êtes incroyables et si l'humilité était le nouveau leadership. Voilà. La question est ouverte et donc si vous souhaitez donc regarder cette intervention en replay, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de De Vinci Executive Education et donc on se retrouve le mois prochain pour un nouveau talk MBMCI. On essaie d'en faire un par mois et je voulais également dire qu'on a le plaisir d'avoir Jennifer et Claudia qui depuis l'été dernier font partie
du comité d'orientation pédagogique et scientifique du MBMCI. Ce sont des alumni, elles ont des parcours exceptionnels comme vous avez pu le voir ce matin, et donc on a la joie de pouvoir en profiter à l'occasion donc de ce comité d'orientation pédagogique et scientifique pour que les nouveaux MBMCI puissent bénéficier de leur expérience. Encore merci à vous deux et à vous trois pour ce matin. À très vite. Merci beaucoup. Merci Louis, merci Jennifer et Claudia, à bientôt. Salut, à bientôt.